Confinement, crise sanitaire, tangage économique, perte de repères, ces derniers mois ont été particulièrement rudes. Autant vous dire qu'il va falloir maintenant trouver des solutions. Et si l'entreprise devenait un des facteurs clés du renouveau de notre société, ce serait l'occasion de redorer son image et de donner un autre visage aux chefs d'entreprise. Mais il va falloir pour cela prendre en compte un certain nombre de constats et tordre quelques idées reçues. Les entreprises françaises aujourd'hui, on va dire, souffrent d'un déficit d'amour, ou en tout cas peut-être d'intérêt, de la plupart des Français. La France est atypique en tout, on le sait. Elle a détesté jusqu'à présent, et depuis très 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 longtemps, pas les entreprises, mais les patrons. Le côté de patron, au sens du patron capitaliste qui s'en met plein les poches au détriment de ses salariés, est une espèce de vieux cliché qui est inséparable malheureusement d'une grande majorité de Français. Les Français aiment l'entreprise. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le capitalisme qu'ils ne comprennent pas, qui est cette espèce de capitalisme financier où l'argent va à l'argent. Ça, bien sûr, ils n'aiment pas, mais aucun pays et personne n'aime ça, sauf ceux qui en bénéficient. Le rôle de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, mais c'est gagner de l'argent aussi pour créer des emplois et bien payer les salariés. C'est pas uniquement gagner de l'argent pour acheter une Ferrari. Qu'est-ce qu'on fait de sa 17e Ferrari? Je comprends pas. Moi qui n'en ai que 8, je me marre. Le désamour des entreprises, il n'est pas dans les entreprises. Il est à l'extérieur des entreprises, il n'est pas dans l'entreprise. Et puis l'entreprise est beaucoup critiquée pour les enjeux sociaux et environnementaux qui sont les nôtres. L'entreprise, elle inonde la planète de plastique. Dans le secteur du meuble, vous avez des forêts françaises, on coupe les arbres en France, on les envoie en Chine, ils reviennent en panneaux de particules, en meubles à plat. C'est juste aberrant. Les Français dans l'entreprise, un peu comme dans l'alimentation, ils veulent savoir ce que font les gens. Et ils veulent savoir ce qu'ils fabriquent, ils veulent savoir comment ils les fabriquent, et ils veulent savoir à quoi ça sert. Je pense qu'il y a de plus en plus un fossé entre ce que devrait être une entreprise et l'enseignement qu'on donne aux jeunes pour créer une entreprise. Et si Quentin Druard, pionnier de la transformation managériale au ministère des Transports belge, mettait avec malice le doigt là où ça fait mal? L'entreprise serait-elle le parent pauvre de l'enseignement en France? Il semblerait bien qu'il y ait à ce niveau quelques vérités à prendre en compte pour expliquer ce désamour entre les Français et le monde de l'entreprise. On a à l'évidence un problème d'éducation majeur. Enfin, l'entreprise n'est pas enseignée à l'école, elle est méconnue des enseignants, elle est même souvent méprisée des enseignants. Je crois que c'est un des seuls pays au monde d'ailleurs où c'est à ce point. Je pense que jamais le mot d'entreprise n'a été prononcé devant moi durant toute ma scolarité. L'économie n'est pas beaucoup enseignée à l'école, elle n'est pas bien enseignée à l'école. Elle n'est pas bien enseignée parce que les professeurs d'économie sont souvent professeurs avant d'être économistes. Il est sûr que quand on regarde les cours qui sont donnés aux enfants, l'entreprise n'y est pas présentée, on n'explique pas vraiment l'entreprise, on parle surtout des grèves, du chômage, de l'imperfection du marché. Donc la notion de l'économie maintenant, le marché, il est imparfait, donc il faut que l'État l'améliore. Vous voyez ce genre de discours qu'on a. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Parce que c'est un vrai sujet de gouvernance, hein. La décision du contenu d'un cours. On devrait apprendre aux jeunes ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire j'ai une certaine somme d'argent, un capital, qu'est-ce que je peux en faire pour le faire croître et faire non seulement ma richesse, mais faire le bonheur de mes employés et le plaisir des consommateurs. Ça, on ne l'enseigne pas. L'éducation nationale, elle a explicité les thèses de Keynes et de Marx, donc qui sont intéressantes. Encore une fois, il faut une partie keynésienne. Hein. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'économie non plus. Mais il y a évidemment à expliquer aussi ce que c'est que Schumpeter et pourquoi c'est l'innovation en vérité qui, au final, tient à la croissance. Lorsque l'on va dire « Ah ben oui, mais HEC, pardon, c'est pas l'entreprise, c'est les hautes études commerciales. C'était comment vendre ?» Toutes ces grandes écoles, ces hautes écoles de management, ces écoles nationales d'administration et tout ça, je pense qu'elles sont de plus en plus anachroniques par rapport à l'évolution de la société. Et là, je pense qu'il faut faire un petit nettoyage. Avant de réaliser éventuellement ce petit nettoyage préconisé par Quentin Druard, nous allons remonter le temps pour découvrir les périodes qui ont permis à l'entreprise de se forger une histoire. Une histoire qui mérite que l'on s'y attarde. La révolution de 1789, elle a été plutôt capitaliste, bourgeoise. C'est-à-dire, je crée de la richesse avec mon travail, eh bien, je mérite d'avoir des droits plus que celui qui n'a rien fait, seulement hérité le titre de son père. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus, dit Figaro
au Comte Almaviva, à l'acte 5 du mariage de Figaro. Et la Révolution française, c'est ça. Donc c'est une révolution pro-entreprise, pro-travail. L'idée qui apparaît avec la Révolution française, c'est que la société civile, c'est-à-dire le monde de l'économie et de l'entreprise, est corrompue par nature. Pourquoi ? Très simple. Aux yeux de Robespierre et des révolutionnaires français, le monde de la société civile, c'est-à-dire le monde de l'économie et de l'entreprise, il est corrompu parce que par nature, chaque chef d'entreprise, chaque entreprise cherche son intérêt particulier. Quand on est en train de parler des périodes où l'entreprise est bien perçue, eh bien c'est souvent des périodes où l'État s'est affaibli. Quand on va dire, après la guerre de 1870, l'État a été battu, on va dire, et même est en ruine après la défaite de 1871. Comme par hasard, cette époque extraordinairement dynamique de la croissance française, entre 1871 et 1914, cette période extraordinairement dynamique, elle est d'abord constituée par des entreprises, par plein d'entreprises, des quantités d'entreprises partout dans le territoire, c'est-à-dire l'énergie du pays s'est concentrée dans ces entreprises, et là, il faut rajouter le terme, ces entreprises privées. Qu'elles soient publiques ou privées, industrielles ou artisanales, de taille intermédiaire ou issues de grands groupes, autant vous dire tout de suite que ce qui nous intéresse, nous, dans l'entreprise, c'est la place accordée à la valeur humaine. On est toujours en France avec cette logique des années 30, on revient à la question de la crise, c'est Charlie Chaplin, c'est les temps modernes. L'entreprise, c'est une machine à broyer les humains. Et donc quand on dit alors, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui serait humaniste à l'intérieur de l'entreprise ou à la tête de l'entreprise? Mais là aussi, on rajoute, oui, mais on imagine bien que dans ce cas-là, il n'est pas dans la logique économique. Et là encore, c'est quelque chose d'absolument passionnant. À la fin du XIXe siècle, les endroits où on pense l'entreprise humaniste, c'est en France. Les Saint-Simoniens, les disciples de Fourier sont des gens qui travaillent sur l'entreprise humaniste, rationnelle, en disant quand les gens sont bien dans l'entreprise, eh bien figurez-vous qu'elle marche mieux. Et quand elle marche mieux, elle produit davantage de richesse, ce qui est le but de l'entreprise. Je pense que l'entreprise humaniste, c'est d'abord une entreprise qui choisit d'avoir un projet et de fédérer les équipes autour de ce projet. Et le projet ne peut pas être maximiser le profit de l'entreprise. Moi, je suis très, plus que jamais partisan de l'idée gaulienne de participation et d'intéressement. Pour qu'on donne aux salariés l'idée, juste l'idée vraie, pas en parole, pas fictive, qu'on est dans le même bateau, que quand le patron gagne beaucoup d'argent, les salariés doivent aussi gagner beaucoup d'argent. L'idée gaulienne de partage est évidente, autrement ça sera le rejet. Comment peut-on imaginer qu'un patron et son équipe d'une dizaine de personnes soient les seuls à tirer les bénéfices d'un résultat favorable? Ça, c'est pas possible. D'où l'importance pour moi, par exemple, de l'actionnariat salarié. C'est-à-dire permettre aux salariés d'investir dans leur entreprise est l'un des moyens de recréer un lien vertueux entre les Français et l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de par les citoyens, les consommateurs, nos collaborateurs, qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut changer. Nous y sommes. Il faut changer. Mais pour créer une entreprise différente et nous projeter vers de nouveaux horizons, il va d'abord falloir changer de paradigme. Imaginez-vous, PDG, justement, à la tête d'un paquebot, on vous a confié la barre de ce grand groupe. Vous pouvez faire plein de choses dans ce paquebot. Vous pouvez former les gens à s'écouter plus, faire participer tout le monde à la gouvernance, de savoir, tiens, où on va aller à la prochaine escale, polluer moins, aller plus vite, s'entendre mieux, se sentir mieux, faire du développement personnel, etc. Vous pouvez même virer le PDG si il vous plaît pas. Il n'empêche que ce paquebot n'ira jamais sur la Lune. C'est-à-dire que là, on se trouve dans un contexte d'évolution de l'humanité où on a besoin de créer des véhicules, des êtres sociaux collectifs qui n'ont plus rien à voir dans leur structure, dans leur mode de fonctionnement avec les organisations passées. 3, 2, 1... Top décollage. Objectif Lune. D'autres avant nous se sont fixés cette mission ambitieuse, ce qui leur a permis d'écrire dans l'album suivant « On a marché sur la Lune ». Alors on va se donner des ailes, prendre de la hauteur et réfléchir collectivement à l'entreprise de demain, telle que nous l'imaginons. Éthique, responsable et à visage humain. L'éthique, c'est répondre au pourquoi plutôt qu'au comment. En fait, l'entreprise sait très bien faire comment améliorer un produit, comment gagner plus d'argent, comment résoudre des problèmes. La question souvent c'est pourquoi on le fait. Quelle est la finalité? Est-ce que la finalité c'est l'homme? Est-ce que la finalité c'est l'amélioration du monde? Est-ce que la finalité c'est l'épanouissement des salariés? Ou est-ce que c'est des intérêts cachés qui vont être son ego,
qui vont être gagner le plus d'argent possible par tous les moyens, ou d'augmenter une valeur de bourse à court terme. Voilà, la question de la finalité est posée. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment les jeunes, nous demandent d'être éthiques dans l'entreprise. Il est urgent de revenir au sens et à la raison d'être de l'entreprise. Il y a une question même existentielle pour l'entreprise. Le dirigeant aujourd'hui qui ne se pose pas la question de pourquoi son entreprise existe, probablement dans 10 ans, elle n'existera plus. En réfléchissant sur sa raison d'être, l'entreprise devient responsable de ses engagements pour conjuguer, bien sûr, richesse et performance économique, mais également, depuis quelque temps déjà, performance sociale et environnementale. Cette responsabilité, c'est la première pierre de la RSE. C'est quoi RSE? Responsabilité. C'est-à-dire ce que je fais, je le fais de manière responsable. Je sais que je n'ai pas simplement le but du profit, j'ai des responsabilités. Ne pas polluer, ne pas faire le malheur d'autrui, penser à la durabilité de ce que je fais, ne pas avoir une entreprise champignon qui va capoter au bout de 3 semaines, en ayant fait ma fortune. Ensuite, social. Bien entendu, je ne suis pas tout seul. Il y a moi l'entrepreneur, mais il y a aussi mes employés. Au-delà des employés, il y a leur famille, il y a toute une collectivité, puis il y a les générations futures. Et environnemental, je puise dans les ressources, je dois rendre à la planète ce que je lui ai pris. Je dois faire attention au capital planète que je vais laisser à mes héritiers. Tout ça, c'est du bon sens. On partage, on a un sens, on bosse, mais on respecte. Qu'est-ce qui peut être contre ça? Et on sait ce qu'on fait. On s'engage dans l'innovation sociétale parce qu'il faut le faire. On s'engage pour la planète parce que la planète en a besoin. On ne le fait pas pour que, comme une démarche de marketing, pour que nos clients nous achètent plus. Donc il y a un lâcher-prise à vivre. Et ça, pour moi, l'éthique. L'éthique du développement durable, c'est qu'on le fait parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas pour de l'argent. RSE, pour moi, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Voilà. Parce que la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, aujourd'hui, elle ne peut plus être à côté de l'entreprise, elle doit être au cœur de l'entreprise. Les codes RSE ont été parfaitement intégrés par les entreprises qui les ont, je peux le dire, copieusement détournés. Et ce qui fait que la RSE, certes, facialement, est rentrée dans l'espace, on va dire, dans l'espace des entreprises, dans l'espace du régulateur, mais au fond, la RSE n'est jamais rentrée dans les comités exécutifs, elle n'est jamais rentrée dans les conseils d'administration et elle n'est pas rentrée par les investisseurs ou les entreprises de leur fait dans les assemblées générales. Ce qui fait que la RSE, c'est quelque chose d'aimable, on toilette un peu le modèle économique, on en fait un actif de réputation, mais au fond, on ne change strictement rien à l'alignement gouvernance modèle économique et qui est la clé pour moi d'une entreprise et d'une économie responsable et performante. Donc ce cycle-là, on va dire qu'il s'achève. Moi, je crois aujourd'hui que l'entreprise, qu'on appelle l'entreprise à mission ou la société à mission, est clairement la voie de l'entreprise du XXIe siècle parce que ce sont les entreprises qui auront su prouver leur utilité pour la société sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux qui maintiendront une performance économique. L'entreprise à mission, elle dépasse la RSE pour 2 points. Le premier point, elle dépasse la RSE parce qu'elle embarque l'actionnaire et les dirigeants. Alors que, comme je vous l'ai dit, la RSE saison 1, elle n'embarque absolument ni les dirigeants ni les actionnaires. Donc là, c'est les actionnaires eux-mêmes et les entrepreneurs eux-mêmes qui, en quelque sorte, se focalisent sur une mission librement choisie. Ça, c'est le point 2. La mission, elle est librement choisie. C'est un formidable espace de liberté. C'est-à-dire que, en fonction du domaine, du secteur dans lequel vous êtes, eh bien, vous dites, moi, ma contribution pour rendre le monde un peu meilleur, pour contribuer au bien commun, eh bien, ça sera peut-être sur un sujet social, environnemental, scientifique, humanitaire, culturel, etc. C'est comme ça que des Nature et Découvertes, qui dès le départ ont décidé de donner 10% de leurs résultats à une fondation pour l'écologie. C'est comme ça qu'une boîte qui s'appelle la Fabrique à Cookies a décidé dès le départ les cookies invendus de les distribuer par son personnel auprès des SDF. Bref, une démarche qui donne beaucoup de sens aux salariés dans leur travail, qui donne beaucoup d'éthique aux clients qui vont aller vers ces entreprises-là ou aux services qui sont offerts, et puis qui aide la société. Vous savez, nous, on est dans le e-commerce, c'est un segment qui est très peu concurrentiel. Amazon, Alibaba, que des petits acteurs. Si on existe encore 10 ans plus tard, c'est que la mission dont s'est dotée l'entreprise, ce qu'on a commencé à réfléchir sur finalement la finalité de l'entreprise, sa raison d'être à partir de 2012-2013,
Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'au fond, on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut réinventer l'économie, tout simplement. Une initiative, par exemple, assez forte et assez marquante qu'a mis en place la Camif, ça a été le jour du Black Friday. Le Black Friday, c'est ce moment dans l'année où tout le monde surconsomme. Et le point de vue et la posture d'Emre Jacquia, qui a été l'entrepreneur à la tête de la Camif, ça a été de dire on ne peut pas parler d'impact, notamment d'impact environnemental au cœur de sa stratégie, et se contenter de laisser tous ses clients venir consommer le jour du Black Friday. Donc il a pris un geste entrepreneurial fort, il a fermé son site de vente en ligne, sachant qu'il vend 100% en ligne, le jour du Black Friday. Notre rôle dans la société, c'est de développer une consommation responsable et une production locale. Alors ça devient cohérent de dire oui, il faut fermer le site, et envoyer un message à tous les consommateurs en disant en fait, il faut peut-être réfléchir avant d'acheter un produit. On n'est pas obligé d'acheter ce jour-là, ce jour qui est vraiment le syndrome de la surconsommation. On peut prendre peut-être un peu de recul et réfléchir à l'acte de consommer. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? Très clairement, ça a été une perte des ventes ce jour-là, parce que ça a été l'équivalent de la perte des ventes comme un premier jour de solde. Donc c'était un geste entrepreneurial engagé et courageux. Mais ça a été pour autant aussi un geste entrepreneurial intelligent, puisque ça l'a positionné d'une part comme une marque engagée, mais ça a aussi permis dans la durée d'avoir une acquisition client indirecte très forte, parce que la Camif est ressortie comme un des leaders de cette consommation durable. Et c'est là qu'on voit que intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de sa stratégie, ça peut être convergent avec des bonnes stratégies d'entreprise et des stratégies business. Et il faut qu'on change de lunettes. On a une nouvelle économie à mettre en place. On ne va pas la faire en 6 mois. On va pas la faire en... Donc il faut arrêter de regarder la rentabilité, les l'EBITDA tous les 3 mois. Il faut regarder peut-être à 3 ans, et pas que la performance économique, mais aussi des indicateurs extra-financiers sur les enjeux, sur l'impact social ou l'impact environnemental. La loi Pacte, la notion de partage, la volonté de respecter la planète, la jeunesse entreprenante, l'actionnariat salarié ont déjà permis aux entreprises de changer d'échelle. Mais demain sera encore un autre monde. Un monde pour lequel il va falloir prendre des engagements sans oublier une certaine référence. Le véritable modèle, c'est la vie. Vous n'aurez jamais vu un déchet dans la vie. Tout est recyclé. Et la vie, c'est l'évidence. La vie, c'est une start-up qui a 4 milliards 500 millions d'années. Donc, qui est plus durable comme start-up que la vie ? Le côté de donner du sens, de se lever le matin avec une mission, avec un vrai projet, ça, je crois que c'est la grande nouveauté extrêmement sympathique et extrêmement positive. Pour moi, c'est tellement évident que la bonne ambiance est marque d'une bonne stratégie. Et vous savez, dans les boîtes, quand il y a une bonne ambiance, elles tournent bien. Moi, je suis capable de voir les comptes presque en regardant l'ambiance. Je sais si une usine gagne de l'argent, rien qu'en la visitant, sans avoir les comptes. Le but de l'entreprise, c'est de contribuer à améliorer la société, le profit étant nécessaire pour pouvoir le faire. Mais très clairement, on ne peut pas isoler l'entreprise du reste de son environnement, et notamment par rapport aux enjeux de développement durable et de l'état de la planète d'aujourd'hui. Il est absolument indispensable que l'entreprise s'engage et soit cohérente par rapport à ses valeurs, entre ses valeurs et son action. Valeur, ça veut dire quelque chose. Valeur, c'est pas juste découper et faire du fric et prends l'oseille et tire-toi. Non, c'est le long terme. Projetons-nous alors 1 ou 2 décennies plus tard. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ces métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle, de la robotique ou de la réalité virtuelle, et dont on peine encore aujourd'hui à dessiner les contours et les répercussions. Moi, ce que je trouve très intéressant avec notre époque, c'est que les métiers qui sont aujourd'hui mal payés, déconsidérés, sont les métiers qui survivront à tout, parce qu'on aura toujours ce qu'on appelle les compétences invisibles, on aura toujours besoin d'une infirmière qui vous relève dans le lit, on aura toujours besoin d'un professeur qui vous accompagne pour vous aider à vous construire. Les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas parce que la machine ne sait pas faire. Les métiers qui associeront donc l'intelligence, les relations humaines et le savoir-faire matériel ne disparaîtront pas. Donc aujourd'hui, les métiers d'avenir, c'est cuisinier, c'est jardinier, c'est infirmière. En médecine, le spécialiste disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière. Donc il faut qu'on y réfléchisse dès maintenant parce que ça va aller très vite. Les générations Y et Z ont déjà changé de logiciel pour dessiner le nouveau contour des entreprises et continuer à tisser l'histoire des startups. On voit bien qu'on veut de la liberté,
On ne veut plus rentrer dans une usine à 15 ans et en sortir à 55 ans épuisé, en ayant fait tous les échelons possibles. On ne supporte plus une hiérarchie un peu brutale et trop directe. On veut absolument être maître de son destin. La start-up, c'est être maître de son destin. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme lien social qu'une entreprise, à partir du moment où elle a un sens, qu'elle aide la société, qu'elle l'aide au mieux vivre, ce qui est le cas de toutes les start-up que l'on voit, qui, dès le départ, ne disent pas « tiens, j'ai un produit que je vais bien vendre et je vais faire une belle marge ». C'est plutôt « tiens, j'ai une idée pour mieux vivre et je peux vivre de cette idée et je peux donner un sens à cette idée ». Les nouvelles générations sont très libres. Elles ne marchent pas où il faut. Elles marchent où on a envie d'eux. Donc, ça change tout en termes de management. C'est-à-dire qu'on peut pas, avec des jeunes, leur dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Si on ne les entraîne pas et on ne leur donne pas le sens de ce qu'il faut faire et le pourquoi ça a du sens de le faire, on ne les entraînera pas. Ils veulent travailler moins qu'avant, c'est-à-dire il n'y a pas que ça dans la vie, mais l'entreprise doit intégrer leur projet de vie, d'existence, ne doit pas être séparé du projet de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise doit avoir un sens. Les étudiants aujourd'hui, ils veulent bosser dans des entreprises qui ont du sens et qui ont une utilité pour la société. Ils veulent plus aller dans la finance ou dans les grands groupes. Ça les intéresse pas. Moi, à mon époque, être champion du monde, ça... bon. Alors que là, maintenant, ils veulent plus de choses. Ils veulent plus de sens. Donc, il y a une notion de plus qui n'empêche pas d'être... parce qu'on peut avoir des grandes missions si on n'a pas de bonne stratégie. La mission est au service de la stratégie. Mais il y a une couche... Il y a une couche qui s'est rajoutée, qui est une couche mission, qui est très bien, parce que souvent le très très long terme, c'est avoir bien compris la mission, c'est pas uniquement la stratégie, vous voyez. Donc moi je suis assez optimiste. Les Américains sont étonnés de la puissance de frappe des startups, de l'imagination des startups. Il suffit de se promener au CES de Las Vegas pour voir qu'il y a un quartier entier des entreprises françaises. Bizarrement, l'Amérique presque admire l'esprit d'entreprise français d'aujourd'hui. C'est quand même une formidablement bonne nouvelle. Je pense qu'en France, on est en train de prendre l'avance par rapport à l'Europe. Et cette comparaison permanente France-Allemagne, on n'a pas assez d'ETI en France, on a trop d'ETI, il y a beaucoup plus d'ETI en Allemagne. Et bien sur le monde des startups, la France est numéro 1 par rapport aux autres pays européens, même au-dessus des pays anglo-saxons. Tous les jours, on est fasciné par la créativité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui créent des entreprises et qui surtout font deux choses, c'est qu'ils vont dans l'impact. L'impact, c'est l'environnement, c'est le lien social. Ils veulent vraiment changer les choses, ils veulent changer la donne. Et ils sont dans la générosité et ils ont envie de changer le monde. Moi, l'entreprise demain, elle sera obligatoirement une entreprise qui respectera l'ensemble de ses salariés. C'est obligatoire. Je pense que ce tableau, il représente ce que nous sommes au travail. Parce qu'on est tous différents. Les personnes qui arrivent au travail sont un peu cassées, un peu massifs, taillés à la serpe. Et bien nous, on a des salariés qui sont quelquefois un peu taillés à la serpe parce qu'ils ont eu un accident. Le groupe au travail, c'est 97%, même un peu plus. Sur certains sites, c'est 100%, de travailleurs en situation de handicap. Pour moi, la personne qui a un handicap est une grande chance dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, un des gros problèmes auxquels nous faisons face dans les équipes, c'est la peur de demander de l'aide à l'autre. L'image, souvent, c'est que si je demande de l'aide, je vais être jugé, je vais apparaître comme faible, justement, donc je cache mes incapacités, je les compense, je ne les montre pas. La personne qui a un handicap, elle n'a pas ce complexe parce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être poussée, par exemple, pour aller peut-être prendre son repas ou d'être aidée dans certaines situations pour aller prendre quelque chose qui est placé en hauteur ou pour entendre si elle est sourde, etc. Et donc elle va demander naturellement de l'aide et en faisant ça, elle libère en fait une simplicité au sein des équipes. Qui va maintenant devoir flécher ces nouvelles directions pour faire vivre cette autre économie que certains appellent déjà l'économie de la vie ? Les citoyens, les politiques, bien évidemment, mais aussi, et en première ligne, les chefs d'entreprise et les salariés. Le chef d'entreprise est un créateur. Le chef d'entreprise, c'est au fond un artiste de l'économie. C'est quelqu'un qui invente des mondes, qui invente des nouveaux produits. Et l'entreprise, c'est pas simplement le chef d'entreprise, c'est aussi tous les salariés. Quand un entrepreneur a un grand rêve, quand il est porté par des équipes qui partagent un projet, l'entreprise, c'est juste un lieu de bonheur où on accumule tous les jours des emmerdes et on trouve tous les jours des solutions. C'est d'ailleurs une nouveauté de notre économie, c'est que je crois qu'être entrepreneur aujourd'hui, ça consiste à trouver chaque jour des solutions nouvelles à des problèmes qui n'existaient pas la veille. C'est vrai qu'on parle souvent des contraintes de l'entreprise, des difficultés, elles sont là.
mais c'est un projet extraordinaire de pouvoir participer à la création, de pouvoir entreprendre, de donner du travail à d'autres, de pouvoir entraîner des équipes pour un projet qui a du sens. Et je considère qu'être entrepreneur et dirigeant d'entreprise, c'est une vocation extraordinaire. Et j'invite vraiment ceux qui ont cette vocation à l'exercer, à prendre le risque d'entreprendre. Probablement, il y a quelque chose à faire pour être compétitif et notamment pour arriver à capter les talents du monde qui viendront de plus en plus à l'endroit où s'affichera cette notion d'humanisme attachée à l'entreprise. Humanisme, ce grand mot de Montaigne. Quand on est bordelais, on ne peut pas dire autre chose.